mesdames et messieurs, merci et bienvenue à cette session de webinaire autour de la thématique blanchiment d'argent et sécurité financière, les clés de la performance durable des entreprises africaines. Je suis Moussa Komara, le chef des départements innovation, marketing et communication. J'aurai l'honneur et le plaisir de modérer ce webinaire. Avant de vous présenter les différents intervenants qui prendront la parole pour l'animation de ce webinaire, je voudrais, au nom de la Chambre de commerce et d'industrie et de ses dirigeants, vous souhaiter la bienvenue. On a quelques responsables qui sont avec nous dans l'audience, donc on les salue avec déférence. J'ai vu Mme Adiatou connectée quelque part. Et donc, mesdames et messieurs, juste en introduction, c'est de dire que nous sommes dans un environnement économique qui est en constante évolution, où les méthodes de criminalité financière deviennent de plus en plus sophistiquées. La protection des entreprises n'est plus une option, mais une nécessité absolue. Et au-delà du simple respect des réglementations, c'est la pérennité même des organisations qui est en jeu. Au cours de ces quelques minutes, ces quelques heures, peut-être 1 heure et demie d'échanges que nous aurons, nos experts vous présenteront non seulement les enjeux, mais aussi les risques liés au blanchiment d'argent, mais surtout les opportunités de renforcement que représente la mise en place d'un dispositif anti-blanchiment efficace. Alors, nous allons aborder les impacts concrets sur les activités et nous explorerons ensemble les solutions pratiques pour transformer ces contraintes en avantages compétitifs. Je voudrais rappeler que ce webinaire, cette session de webinaire, elle s'inscrit dans une démarche qui est un peu plus large, une démarche qui sera approfondie lors du séminaire prévu à Dakar en fin du mois de février et nous aurons l'occasion de donner toutes les informations sur cette autre opportunité de développement et de renforcement de capacités. Alors, donc, je voudrais vous inviter à suivre avec beaucoup d'intérêt donc cette séance. Nous aurons dans un premier temps l'intervention de l'expert principal que je vais introduire tout de suite. Après son intervention, nous aurons une phase d'échange, de questions-réponses. Donc, pendant son intervention, n'hésitez pas, si vous avez des questions à chaud, à les inscrire par chat. OK, on va les noter. Sinon, je vous informe déjà d'emblée que nous aurons bien entendu une phase de questions-réponses. Et après, donc, la première phase de questions-réponses, on va vous donner les informations un peu plus détaillées sur le séminaire qui va se passer à Dakar en fin février. On aura une dernière phase de questions-réponses et on pourra clore cette séance de webinaire autour de midi au plus tard. Voilà. Cela dit, je voudrais présenter donc à mes côtés, il y a M. Hyacinthe Kwame, qui est chef de département formation continue. Voilà, et donc il sera à mes côtés pour la modération de cette séance de webinaire. Et notre intervenant principal que j'ai l'honneur de vous présenter est M. Guy Agbri. Et M. Guy Agbri est associé gérant de 360 Advisory. Fort d'une expérience de plus de 20 ans acquise sur 3 continents, Europe, Asie et Afrique, M. Agbri est un spécialiste reconnu de la transformation stratégique et réglementaire des institutions financières. Son expertise dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme s'est forgée au sein de cabinets prestigieux comme Capgemini et Moody's Analytics avant qu'il ne fonde 360 Advisory. Diplômé de l'USG Management School et titulaire d'un Executive Master de l'USCP Europe, il allie expertise technique et vision stratégique dans l'accompagnement des établissements financiers.
Sa spécialisation dans la mise en place de programmes anti-blanchiment et son expérience dans l'implémentation des normes internationales comme BAL 3 font de lui un intervenant particulièrement qualifié pour aborder les enjeux de sécurité financière qui nous réunissent aujourd'hui. Sans plus tarder, je voudrais laisser la parole à notre expert, M. Guy Agbré, pour l'animation de ce webinaire dont le thème est, je rappelle, blanchiment d'argent et sécurité financière, les clés de la performance durable des entreprises africaines. Monsieur Agbré. Merci beaucoup. Tout d'abord, je remercie la Chambre de commerce pour cette invitation et pour pouvoir animer, on va dire, ce webinaire. Et par rapport à ça, j'espère qu'au travers de ce webinaire, on aura pas mal d'intervenants, on va dire pas mal de participants pour la suite qui sera donnée, on va dire, à Dakar. Alors, tout de suite, je rentre dans le vif du sujet. En termes d'introduction, ce qu'on peut dire, c'est vrai qu'on a intitulé le webinaire Blanchiment d'argent et sécurité financière. Sauf que maintenant, en fait, c'est beaucoup plus vague parce qu'on parle de la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération, on va dire, des armes de destruction massive. D'accord? Donc aujourd'hui, en fait, tous ces sujets-là présentent, on va dire aujourd'hui, des défis majeurs, on va dire, pour l'économie du monde entier. Ce n'est pas que la Côte d'Ivoire. Et donc, ces pratiques illicites, on va dire, quelque part, fragilisent non seulement les systèmes financiers, mais aussi également menacent, on va dire, la stabilité économique et la sécurité nationale, donc notamment même en Afrique. Alors, plus particulièrement en Côte d'Ivoire, donc la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération, on va dire, des armes de destruction massive, donc est devenue une priorité stratégique pour le pays. Alors, je tiens juste à préciser que le président même l'a mentionné lors des vœux, les vœux à la nation au mois de décembre, que ça devient une priorité stratégique pour le pays. Alors, il faut préciser que la Côte d'Ivoire figure actuellement sur la liste grise donc, du GAFI et effectivement donc, doit redoubler d'efforts pour pouvoir se conformer tant aux normes internationales et répondre aux pressions croissantes, on va dire, de la communauté internationale. Donc, effectivement, donc, la mise en œuvre d'un dispositif efficace et adapté de lutte contre le blanchiment d'argent, le blanchiment des capitaux, pardon, est essentiel tout simplement pour plusieurs raisons. D'une part, protéger notre économie. Effectivement, en protégeant notre économie, on limitera donc les flux financiers illicites, on va dire, qui vont saper quelque part la confiance des investisseurs et affaiblir nos institutions. D'autre part, renforcer également la sécurité régionale, donc face aux menaces croissantes, on va dire, du terrorisme. Il est impératif, quelque part, de pouvoir couper, s'il y a lieu, les financements qui alimentent ces réseaux-là. D'accord ? Et enfin, quelque part, préserver, on va dire, la réputation tout simplement de nos entreprises. Donc, tout simplement, être conforme aux normes internationales, c'est garantir, on va dire, quelque part, des relations de confiance avec nos partenaires locaux et internationaux. Mais ceci dit, il ne suffit pas de comprendre quelque part l'urgence de ce problème-là. Donc, la lutte contre le blanchiment donc, des capitaux exige, on va dire, des efforts coordonnés entre l'État lui-même, les institutions financières, les entreprises et toutes les parties prenantes. D'accord? Donc, cette lutte-là repose, on va dire, quelque part sur des piliers tels que la connaissance client, ce qu'on appelle plus ou moins le KYC, je pense que vous avez entendu parler, la déclaration de soupçons, qui est très important, et l'adoption, on va dire, d'une approche basée sur les risques. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi, quelque part, ce sujet est stratégique, en fait. Il est stratégique pour trois enjeux. Un enjeu pour les enjeux liés à la réglementation. Donc, les sanctions financières ou juridiques peuvent impacter lourdement l'entreprise. En termes d'enjeux réputationnels, quelque part, une défaillance en matière de conformité peut gravement nuire aussi à la confiance, on va dire, des partenaires et des clients. Et enfin, ce qui est plus important, l'enjeu économique, donc la lutte, on va dire, tout simplement contre les flux illicites, contribue à garantir quelque part une économie stable, une économie essentielle pour pouvoir préserver, on va dire, tant les investissements et renforcer la sécurité régionale. D'accord ? Donc voilà, donc ça c'est en termes d'introduction. Donc ensemble, nous allons explorer ensemble, on va dire quelque part les clés pour pouvoir relever ces défis-là.
mieux comprendre les obligations des différents acteurs et les bonnes pratiques, comme on l'a dit, qui permettront de renforcer la résilience de nos organisations à ces enjeux qui sont très complexes en fait. D'accord? Donc, comme on a cité l'objectif du webinaire, donc deux objectifs à la fois opérationnels et pédagogiques. Opérationnel, ça sera de clarifier le rôle et responsabilités des assujettis, renforcer la capacité des entreprises à pouvoir déployer des dispositifs efficaces de contrôle interne, etc., contribuer à la conformité réglementaire et à la sécurité financière. L'objectif pédagogique, ça serait de comprendre déjà les obligations légales et réglementaires, anticiper, on va dire, les impacts des évolutions réglementaires sur la gouvernance, maîtriser les outils et pratiques, donc KYC, déclaration de soupçons, etc., et identifier, gérer les secteurs et transactions à risque avec une approche basée sur les risques, en fait. D'accord? Donc, on peut poursuivre. Alors, la présentation, ça a déjà été fait. Donc, en termes d'agenda, hein, c'est l'introduction, donc comprendre le contexte ivoirien, le cadre réglementaire, les typologies de risques et les conséquences de la non-conformité. Effectivement, les thématiques liées à la lutte contre le blanchiment. En fait, finalement, les thématiques, c'est plutôt pour expliquer qu'est-ce qu'il faut mettre en place et un résumé, l'essentiel de ce qu'il faut comprendre, et on aura les questions-réponses. OK. Alors, on peut continuer. On peut. Voilà. Alors, ici, je voulais vous partager, on est toujours dans l'introduction, hein, je voulais vous partager ce qu'on appelle l'indice AML de Bâle, qui est très important, et je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est et le lien avec la lutte contre le blanchiment. Donc, l'indice AML de Bâle, en fait, dans sa 13e édition, c'est un indice, en fait, c'est un outil indépendant, on va dire, de référence pour pouvoir évaluer, on va dire, les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. D'accord? Donc, c'est un outil on va dire, qui est disponible dans 203 pays et juridictions. D'accord? Donc, c'est un outil qui est développé, on va dire, par l'Institut de Bâle sur la gouvernance, dont l'Institut de Bâle qui se trouve en Suisse. Hein. Et donc, tous les ans, il attribue, on va dire, des scores de risque sur une échelle, on va dire, de 1 à 10, d'accord? Donc, du risque faible au risque élevé, en se basant sur, on va dire, à peu près 17 sources de données publiques, notamment les évaluations du GAFI, les indices de corruption de Transparency International, d'accord? Et les données, on va dire d'autres données, par exemple sur l'initiative mondiale, sur la criminalité transnationale, etc. Donc, les données qui sont évaluées sont la qualité du cadre légal, donc lié au blanchiment d'argent, donc à la lutte contre le blanchiment, à la lutte contre le terrorisme et la prolifération. Et donc également les risques de corruption et de fraude, la transparence, les normes financières, la transparence et la responsabilité publique, les risques politiques et juridiques, etc. D'accord? Alors, le point clé de l'édition 2024, effectivement, en termes de progrès sur la conformité technique, donc on peut observer qu'il y a une augmentation à peu près de 12% depuis 2013 dans l'alignement des pays, on va dire sur les 40 recommandations du GAFI, qui montrent effectivement des avancées sur les infrastructures légales et institutionnelles. En termes d'efficacité globale préoccupante, malgré, on va dire, des cadres en place seulement, 28% quelque part des mesures LAB sont jugées efficaces, d'accord, en termes d'enquête, de poursuite et même de confiscation des actifs criminels. Et donc, en termes de focus sur la fraude, ce qu'on peut dire, c'est que il a été introduit, on va dire, des indicateurs spécifiques à la fraude qui reflètent, on va dire, une menace croissante qui impacte, on va dire, les grandes places financières et les économies mondiales. Donc, plus précisément, pour la Côte d'Ivoire, dans ce classement-là, se positionne au 23e rang, d'accord, avec un score, on va dire, de 6,42, qui signale, on va dire, quelque part un niveau de risque notable en matière de blanchiment. Alors, si vous observez, on va dire, c'est plutôt très marrant ou je dirais plutôt inquiétant parce que quand on regarde les pays africains, effectivement, la plupart, on est quasiment tous dans le rouge. Et effectivement, bon, les pays les plus avancés, je veux dire, en termes de gouvernance, de conformité, etc., donc l'Europe, le continent européen, les États-Unis, etc.,
sont tous dans le vert, en fait, d'accord? Ils sont, en termes de mise en place de la conformité, ils sont beaucoup plus avancés. Donc, l'idée, en fait, c'est que le rapport insiste, en fait, sur, quelque part, l'importance de pouvoir à la fois combiner les efforts législatifs avec des mesures, on va dire, sur la transparence financière et la liberté des médias, qui est essentielle, hein, quelque part, pour pouvoir détecter et dénoncer les activités suspectes et la corruption. D'accord? Donc, sur donc l'index 2024, quelque part, l'index, en termes de conclusion, rappelle que lutter contre le blanchiment d'argent et le blanchiment des capitaux, pardon, ne se limite pas forcément à protéger quelque part les systèmes financiers. C'est une condition nécessaire pour pouvoir garantir la justice sociale, renforcer la stabilité mondiale et promouvoir un développement durable, en fait. D'accord? Donc, c'est un indice qui est très important, qu'il faut suivre tous les ans pour voir, on va dire, la progression, on va dire, de nos différents pays. OK? On peut avancer, s'il vous plaît. Alors, en termes juste d'introduction, voilà, en termes juste de quelques définitions rapidement, hein, je donne trois définitions. Donc, le blanchiment d'argent, donc c'est un processus criminel qui vise à dissimuler, on va dire, l'origine illicite de fonds ou d'actifs issus d'activités illégales, d'accord, telles que la criminalité organisée, la fraude fiscale, la corruption, etc., en les réintroduisant dans l'économie quelque part légale. Donc, ce processus-là permet, comme on l'indique, aux auteurs d'infractions de pouvoir profiter de leurs gains illicites tout en évitant de susciter des soupçons sur leur provenance. D'accord? Le financement du terrorisme désigne l'ensemble donc des activités qui consistent à fournir, à collecter, à gérer des fonds, des ressources ou tout autre soutien qui soit d'ordre matériel dans le but de pouvoir les utiliser directement ou indirectement, tout simplement, pour pouvoir commettre des actes terroristes ou pour soutenir des organisations ou des individus ou des réseaux terroristes, en fait. Donc, comme on l'indique, ces fonds-là peuvent provenir de sources légales ou de sources illégales, d'accord? Donc, l'origine des fonds, donc contrairement au blanchiment d'argent, hein, comme on l'indique, qui implique généralement des fonds d'origine illicite, donc le financement du terrorisme peut inclure des fonds provenant de sources légales, comme des dons, par exemple, tout ce qui est collecte de dons, détournement d'organisations caritatives, etc., ou illégal, hein, tout simplement trafic de drogue, extorsion, fraude, contrebande, d'accord? Également, la finalité des fonds, donc les ressources sont destinées quelque part à soutenir des activités terroristes, qu'elles soient logistiques, donc achat d'armes, de transport, la formation également, ou propagandistes, hein, recrutement, diffusion d'idéologies extrémistes, etc. D'accord? Et enfin, les réseaux complexes, donc les financements passent souvent par des circuits, on va dire, très, très complexes, hein, qui incluent, on va dire, des transferts via des banques ou via des systèmes informels comme les Hawala, d'accord? Ou même des crypto-monnaies ou des organisations non gouvernementales malveillantes, d'accord? Donc, ce sont ces trois définitions-là clés à retenir qui sont très importantes. OK. On peut continuer. Alors, toujours en termes de transition dans le contexte ivoirien, ce qu'il faut retenir, on a trois points importants. Donc, expliquer déjà l'importance de la lutte contre le blanchiment des capitaux. La Côte d'Ivoire sur la liste grise du GAFI et aperçu des risques spécifiques, on va dire, en Côte d'Ivoire. Donc, en termes d'importance sur le blanchiment des capitaux, il y a tout simplement trois points à savoir, en fait, à comprendre. Des points liés à la garantie de la stabilité économique, la lutte contre les flux illicites et renforcer la sécurité régionale. D'accord? En termes de stabilité économique, rapidement, on sait qu'en termes de croissance, hein, du PIB de la Côte d'Ivoire, en 2023, donc la Côte d'Ivoire a enregistré, on va dire, une croissance de PIB, je pense, estimée à peut-être 6,5%, donc supérieure, on va dire, aux 6,2% de 2022. Et donc, pour 2024, les projections indiquent une croissance de 7,2 soutenue, on va dire, par la stabilité socio-politique et la poursuite des investissements dans le cadre du plan national de développement 2021-2025. En termes de réduction, on va dire, du déficit budgétaire, donc le déficit budgétaire, lui, s'est réduit, passant de 6,8 du PIB en 2022 à 5,2 en 2023, donc reflétant également des mesures efficaces d'augmentation donc des recettes fiscales. D'accord? Et enfin, les recettes fiscales ont atteint, on va dire,
13,6% du PIB en 2023, en hausse par rapport aux années précédentes. Okay? En termes de lutte contre les flux financiers illicites, donc il y a un engagement international. C'est-à-dire qu'en octobre 2024, effectivement, la Côte d'Ivoire s'est engagée politiquement, s'est engagée, on va dire, à haut niveau à collaborer avec le GAFI, donc le GAFI qui est le groupe d'action financière, et le GIABA qui est le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment en Afrique de l'Ouest, d'accord, pour pouvoir renforcer, on va dire, l'efficacité de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, d'accord. En termes de mesures nationales, ce qui a été pris, c'est que le 22 août 2024, donc les autorités ivoiriennes donc, ont gelé, on va dire, les avoirs de 29 individus suspectés, on va dire, de financement ou de participation, on va dire, à des groupes terroristes. Et cela démontre également l'engagement de l'État à lutter contre les flux financiers illicites liés au tourisme. D'accord. Euh, En termes de renforcement de la sécurité régionale, les menaces, ce qu'il faut savoir, c'est que les menaces persistent toujours. La région ouest africaine, y compris donc la Côte d'Ivoire, continue de faire face, on va dire, à des menaces terroristes, notamment dans les zones frontalières, au nord du pays, par exemple. Donc, l'initiative de sécurité, c'est que la Côte d'Ivoire a intensifié, on va dire, sa coopération avec des partenaires internationaux pour pouvoir renforcer la sécurité régionale et lutter contre le terrorisme, notamment en collaborant, on va dire, avec des organisations à la fois régionales et internationales. OK? Alors, concernant la lutte, concernant la Côte d'Ivoire sur la liste grise du GAFI, comme vous le savez tous, en octobre 2024, donc la Côte d'Ivoire a été inscrite sur la liste grise on va dire, du groupe d'action financière, donc le GAFI. Euh, Ceci signale, on va dire, des lacunes stratégiques dans son dispositif, on va dire, de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Alors, quelles sont les conséquences directes de cette inscription? Tout simplement une surveillance accrue. Donc, ça veut dire que la Côte d'Ivoire est désormais soumise à une surveillance renforcée par le GAFI, qui suit de près, on va dire, les mesures qui sont prises pour améliorer son dispositif de blanchiment. Également, en termes de conséquences, il faut un engagement politique. Donc, les autorités se sont engagées à collaborer étroitement avec le GAFI pour pouvoir remédier aux défaillances identifiées en mettant en œuvre un plan d'action détaillé. D'accord. Et effectivement, le troisième point, la troisième conséquence, c'est la pression internationale que cela suscite, parce que cette situation exerce effectivement de facto une pression sur le pays pour pouvoir aligner rapidement ses normes sur les standards internationaux afin d'éviter on va dire, d'éventuelles sanctions économiques et de préserver sa réputation sur la scène internationale. D'accord. Donc, il est crucial donc pour la Côte d'Ivoire de renforcer donc son dispositif de blanchiment pour pouvoir garantir, on va dire, la stabilité économique et attirer, arriver à attirer continuer à attirer des investisseurs et assurer la sécurité régionale. D'accord. Enfin, le dernier point en termes d'aperçu donc des risques spécifiques, c'est que la Côte d'Ivoire, effectivement, est confrontée, on va dire, à plusieurs risques spécifiques en matière de blanchiment de capitaux. Ces risques ont été identifiés notamment dans la dernière évaluation nationale des risques qu'on appelle l'ENR, d'accord? Donc, les flux financiers transfrontaliers mal contrôlés, c'est-à-dire la position géographique de la Côte d'Ivoire avec ses frontières étendues et poreuses, facilite, on va dire, les mouvements de capitaux illicites entre les pays voisins. Okay. Est-ce qu'il est possible de couper le micro, s'il vous plaît? Stéphane fait signe au... Est-ce qu'il est possible? Ah, ok. Dominique Agbré. Oui. Non, Donc, Dominique Niava. ok. Donc, donc, j'ai dit en termes de flux financiers, donc la position géographique de la Côte d'Ivoire et effectivement les échanges commerciaux informels avec les pays limitrophes. D'accord. Donc, ces échanges-là peuvent contribuer à des flux financiers difficiles à tracer et ceci peut augmenter le risque de blanchiment. D'accord. Toujours dans l'évaluation nationale des risques, il y a des secteurs qui sont sortis comme des secteurs hautement, on va dire, hautement à risque, comme par exemple le secteur du cacao. D'accord. Donc, la Côte d'Ivoire, effectivement, en tant que premier producteur
mondial de cacao, la Côte d'Ivoire mobilise à peu près, on va dire, près d'1 million de producteurs, hein, fournissant, on va dire, des revenus environ à peu près à 5 millions de personnes, soit un cinquième de la population. Donc, cette importance économique rend ce secteur-là vulnérable aux pratiques de blanchiment, d'accord, notamment donc par le biais de transactions financières complexes et de difficultés à pouvoir tracer les capitaux. D'accord. L'autre secteur, à part le cacao, c'est le secteur immobilier. D'accord. Comme vous savez, hein, donc la croissance rapide, on va dire, du marché immobilier, donc particulièrement dans les zones urbaines. Donc cette croissance-là offre, on va dire, quelque part des opportunités pour le blanchiment des capitaux. Okay. Donc, les investissements dans des biens immobiliers de grande valeur peuvent servir quelque part à dissimuler des fonds d'origine illicite. D'accord. Donc voilà, voilà, vous avez un aperçu, on va dire, à peu près du contexte ivoirien. Et voilà, donc on continue. Tu peux monter. Alors, je reviens rapidement sur, on va dire, cette histoire de liste noire du GAFI. Donc, comme je vous l'ai précédemment expliqué, hein, le GAFI, en fait, publie des listes importantes pour pouvoir identifier, on va dire, les juridictions présentant, on va dire, des lacunes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, d'accord, le financement du terrorisme. Donc, la liste grise, on a la liste grise, la liste noire. La liste grise, en fait, ce sont les pays sous surveillance accrue pour pouvoir améliorer leur dispositif, d'accord? Et la liste noire sont des pays considérés comme non coopératifs et soumis à des contre-mesures internationales, d'accord? Alors, la liste grise comprend aujourd'hui plusieurs pays africains, d'accord, reflétant, on va dire, des défis communs quelque part à la région. Donc, par exemple, donc, inscription récente de la Côte d'Ivoire, comme je l'ai mentionné précédemment. On a d'autres pays africains concernés comme l'Algérie, le Burkina Faso, le Cameroun, le Mali, le Mozambique, la Namibie, le Nigeria, la Tanzanie, la République démocratique du Congo. Tout ça figure sur cette liste-là. Donc, ces pays-là sont appelés à renforcer, on va dire, leur capacité en matière de supervision financière, de déclaration de soupçons et de coopération judiciaire. D'accord? Donc, rapidement, la liste noire, elle, bon, sur la liste noire, on n'a aucun pays africain qui figure sur la liste noire, d'accord? En termes de facteurs communs de vulnérabilité en Afrique, il faut identifier 3 points. Donc, déjà, des institutions faibles, donc manque de ressources humaines hein, et techniques pour pouvoir surveiller efficacement, on va dire, les transactions financières. Une économie informelle, donc une part significative, on va dire, des transactions échappe, on va dire, à la régulation. Et effectivement, en termes de flux financiers transfrontaliers, donc la porosité de nos frontières, de certaines frontières, peuvent favoriser, on va dire, les flux illicites et le financement du terrorisme. D'accord? Et enfin, on peut avoir une insuffisance au niveau des enquêtes et des poursuites. D'accord? Effectivement, la mise en œuvre, on va dire, des lois, effectivement, est intéressante, mais reste faible, avec peu de confiscation ou de sanctions appliquées. Comme je l'ai dit, l'année dernière, on a eu 29 personnes dont les avoirs ont été gelés. C'est une bonne chose. Et voilà, il faut que les initiatives continuent dans ce sens. Donc, les initiatives en cours, c'est que les pays africains sous surveillance donc, travaillent effectivement à renforcer le cadre législatif et institutionnel. Des organisations comme le DJABA, que j'ai cité tout à l'heure, qui est le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, soutiennent, on va dire, les pays là, dans la mise en œuvre donc, de ces normes internationales. Donc, les enjeux pour les pays africains, c'est quoi? C'est déjà la réputation investissement. Donc, l'inscription sur ces listes nuit, on va dire, comme je l'avais expliqué tout à l'heure, à la confiance des investisseurs et aux relations économiques internationales. D'accord? Le soutien international des mesures concertées donc avec nos partenaires internationaux sont nécessaires quelque part pour pouvoir combler, on va dire, les lacunes et sortir tout simplement de ces listes-là. Donc, concernant la Côte d'Ivoire, un plan d'action est en place et j'ose espérer que d'ici 1 an, voire 1 an et demi, en tout cas, d'ici 1 an, on sorte totalement de cette liste-là. Et je pense que les choses sont en bonne voie dans ce sens. OK. Alors, on peut continuer. Le cadre réglementaire.
Alors, on a le cadre réglementaire à l'international. Hein, il faut rappeler, alors j'ai mis quelques dates de rappel. En 1988, dans la Convention sur le blanchiment des capitaux, donc la Convention de Vienne. 1989, la création d'un organe spécialisé de lutte contre le blanchiment. La création donc du GAFI par le G7 chargé de la lutte contre le blanchiment en 2001. En 2003, il y a eu la Convention sur la corruption, donc la Convention de Mérida, d'accord, qui est lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux. En 2004, la Convention sur le crime organisé. En 2005, là, on passe du côté Europe, la troisième directive européenne, donc qui a été transposée, on va dire, en droit français en 2009. En 2015, la quatrième directive. Donc, quand on parle de troisième, quatrième directive, hein, ce sont des, on va dire, sont des directives axées sur le blanchiment des capitaux. Hein. La cinquième directive, donc relative, elle, au financement du terrorisme. Et enfin, la sixième directive en 2020, elle qui harmonise, on va dire, le blanchiment des capitaux dans l'Union européenne avec, on va dire, 22 infractions principales. D'accord? OK. On peut continuer, s'il vous plaît. Alors, toujours dans le cadre réglementaire, la coordination à l'échelle mondiale et régionale, comme vous pouvez voir sur le schéma, hein, on a les pays membres du GAFI, hein, donc 37 pays territoires, 2 organisations régionales, la Commission européenne, le Conseil de coopération, et on a les organisations observateurs du GAFI. Alors, donc, il y a pas mal d'organisations. Il y a, par exemple, la Banque centrale européenne, on a le Comité de liaison anti-blanchiment, le CELAB, on a la Banque interaméricaine de développement, on a l'Organisation internationale des commissions des valeurs, on a l'UNODC, on a l'Organisation mondiale des douanes, etc. On a la Banque mondiale, ainsi de suite. Donc, ce sont des organisations observateurs du GAFI. Et d'un autre côté, on a les membres associés du GAFI comme les différents membres. Hein. On a cité tout à l'heure le GIABA, qui est, elle, la référence, on va dire, en Afrique de l'Ouest. Au niveau du Conseil de l'Europe, on a Moneval. Au niveau du groupe Asie-Pacifique, on a GAP. Au niveau on a le groupe d'action financière d'Amérique latine, donc qui est le GAFILAT, d'accord. On a le groupe Eurasie, on a le groupe anti-blanchiment de l'Afrique orientale et australe, etc. Et effectivement, on a également la même chose pour l'Afrique centrale, d'accord. OK. Alors, en termes de coordination à l'échelle nationale, effectivement, on a eu beaucoup de directives, comme la directive communautaire de la CEDEAO et de l'UEMOA. Donc là, c'est coordination à l'échelle régionale et nationale, hein, je précise, d'accord. Création du GIABA en décembre 1999, directive de l'UEMOA, la loi uniforme de l'UEMOA qui date, la première loi uniforme de l'UEMOA qui a été créée en 2003. En termes de législation, nationale, le décret qui porte création de la CENTIF, hein, qui date de 2006, la loi sur la lutte contre le terrorisme, donc de 2009, le décret 2014-505 qui porte création du comité de coordination de la lutte contre le blanchiment des capitaux. Toujours en termes de corpus législatif, les directives de l'UEMOA, d'accord, comme on a cité tout à l'heure. La première loi, la loi sur le blanchiment, la première loi datant de 2016, donc qui prenait en compte les 40 plus les 9 recommandations du GAFI, d'accord. De 2022 à 2024, il y a eu pas mal on va dire, d'harmonisation de choses qui ont été faites. Donc, l'ordonnance 2023-875, donc du 23 décembre 2023, elle relative, on va dire, à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. D'accord. Donc, cette loi-là, elle est très importante. Elle est entrée en vigueur donc depuis 2023, donc avec beaucoup de prérogatives de diligence pour tous les assujettis. L'ordonnance 2022-237, donc du 30 mars 2022, cette ordonnance porte régime, on va dire, des sanctions administratives applicables, d'accord. La loi 2024 du 11 juin 2024 qui porte création, on va dire, du registre des bénéficiaires effectifs, d'accord. Et enfin, l'arrêté du 7 juin 2024 qui porte attribution, composition et fonctionnement, on va dire, du CGA qui s'occupe, on va dire, de tout ce qui est lié au gel des avoirs, d'accord.
Voilà. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que en termes de résumé du corpus réglementaire ivoirien, il a évolué. On va dire, dans le cadre du fait qu'il y a une évaluation du GAFI il y a 2 ans et que la Côte d'Ivoire soit passée sur liste grise, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites au niveau du corpus réglementaire. Donc, comme je l'indiquais tout à l'heure, l'ordonnance 2023 du 23 décembre, la création d'un comité de coordination. Donc, le comité de coordination, cet organe, on va dire, est en charge, on va dire, de la coordination des politiques nationales de lutte contre le blanchiment des capitaux. D'accord? La commission consultative donc, du gel des avoirs, la cellule nationale de traitement de l'information financière, donc la CENTIF, pour pouvoir faire les déclarations de soupçons, et effectivement les recommandations du GAFI et puis les notes interprétatives. D'accord? Donc, la coordination donc, des politiques nationales en matière de blanchiment est assurée donc, par le ministère des Finances qui s'appuie sur on va dire, ces 3 organes-là, que sont le comité de coordination de blanchiment, la CENTIF, d'accord, et la commission consultative des gels des avoirs. D'accord. Donc, ces structures-là collaborent effectivement avec les juridictions pénales d'investigation, collaborent avec le ministère des Affaires étrangères et puis les instances régionales, d'accord, tels que le DJABA, l'UMOA et la BCAO, etc. Okay. Alors, en termes d'assujettis au dispositif de blanchiment, donc, comme je l'indique, selon l'article 3 de l'ordonnance 2023, 875, donc les personnes assujetties incluent déjà d'une part les institutions financières, donc les établissements de crédit, les assurances, les microfinances, etc. Et les professions, ce qu'on appelle les professions non financières désignées, donc telles que les professions juridiques, les notaires, les avocats, les huissiers et les autres professions juridiques indépendantes. Les professions comptables telles que les experts comptables et commissaires aux comptes, le secteur immobilier, donc les agents immobiliers, les promoteurs immobiliers, le secteur de jeux et divertissement, donc tout ce qui concerne les casinos et autres établissements de jeux, les loteries, les commerçants de biens précieux, donc marchands de pierres précieuses, les marchands de métaux précieux, les prestataires de services aux entreprises, donc les personnes, on va dire, fournissant, on va dire, des services de création, de gestion ou d'administration de sociétés ou de structures juridiques, et effectivement les organisations à but non lucratif, les ONG ou associations, et notamment celles identifiées, on va dire, comme présentant un risque de financement de terrorisme. Donc, vous voyez là que depuis on va dire, la mise à jour de la loi, et vous voyez que les assujettis, en fait, il y a beaucoup plus d'assujettis. Alors, ces assujettis-là, pour information, ils apparaissaient déjà dans la loi de 2016, sauf que aujourd'hui, depuis la loi de 2023, tous ces assujettis, on va dire, par exemple, si on prend par exemple les professions juridiques ou les professions comptables, ils ont ce qu'on appelle aujourd'hui des autorités de contrôle. Par exemple, aujourd'hui, les professions comptables, l'ordre, on va dire l'ordre des experts comptables, par exemple, de Côte d'Ivoire, devient une autorité de contrôle. Donc, en tant qu'autorité de contrôle, elle est censée contrôler, on va dire, ces assujettis, s'assurer que ces assujettis ont bien mis en place tout le dispositif lié au blanchiment des capitaux, avec, on va dire, toutes les procédures, on va dire toutes les diligences nécessaires pour pouvoir être en conformité, tout simplement. Et donc, comme je parlais des professions comptables, donc c'est la même chose pour les professions juridiques, c'est la même chose pour le secteur immobilier, ainsi de suite. Donc, c'est ce qui fait la force et la puissance de ces nouvelles mises à jour, on va dire, relatives au corpus réglementaire. Oui. OK. Alors, on continue, s'il vous plaît. Voilà. En termes de typologie de blanchiment, donc, il y a les 3 étapes liées au blanchiment d'argent. D'accord? Donc, on a le pré-lavage, le lavage et le recyclage. D'accord? Donc, je vais vous expliquer ça. Alors, le prélavage ou immersion ou placement, en fait, en termes de définition, tout simplement, c'est la première étape, en fait, tout simplement, où les fonds d'origine criminelle sont introduits dans le système financier ou économique. D'accord? Exemple, dépôt en espèces dans les banques ou via des entreprises de façade, par exemple. Achat de biens de grande valeur, par exemple, voitures de luxe, yachts
œuvres d'art ou immobilier, etc. Donc, l'objectif, en fait, c'est de masquer effectivement la provenance illégale des fonds en les associant, on va dire, à des transactions initialement légales. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le prélavage. Le lavage, en fait, tout simplement, à ce stade-là, donc les transactions complexes, tout simplement, sont réalisées pour pouvoir brouiller, on va dire, un peu les pistes, la traçabilité des fonds. Donc, exemple, utilisation de cartes de crédit pour pouvoir générer des remboursements, jeu d'argent pour pouvoir tout simplement dissimuler des fonds, comme le casino ou même les loteries. Et utilisation de la technique, ce qu'on appelle la technique des schtroumpfs, hein, c'est-à-dire la division des fonds en petites sommes qui sont déposées séparément, tout simplement. D'accord? Et l'objectif, en fait, c'est de tout simplement, c'est d'arriver à cacher les fonds à travers, on va dire, une série de mouvements financiers complexes. D'accord? Et enfin, le recyclage ou intégration absorption. Donc, le recyclage, en fait, c'est que les fonds qui ont été, les fonds là sont tout simplement nettoyés et sont réintégrés tout simplement dans l'économie légale avec une apparence légitime, en fait. Donc, exemple, investissement dans des entreprises légales, revente d'actifs avec des fonds blanchis comme des propriétés immobilières, etc. D'accord? Donc, l'objectif, en fait, c'est de tout simplement faire en sorte que les fonds illicites paraissent issus d'une activité légale, en fait. D'accord? Voilà. Donc, ce sont les trois cycles du blanchiment, prélavage, lavage, recyclage. Et ça, c'est important à comprendre parce que ben, c'est ça qui, quelque part, qui conduit, on va dire, tout ce processus lié au blanchiment des capitaux. OK? Alors, la conséquence, en fait, directe, c'est que les impacts, en fait, quelque part, qui sont liés, on va dire, à la non-conformité des entités financières et non financières, ces conséquences-là sont reparties, je les repartis en trois grandes catégories. D'accord? Donc, la première conséquence est la partie réglementaire, c'est-à-dire que les organisations, tout simplement, notamment, on va dire, les institutions financières qui ne respectent pas, on va dire, les obligations légales en matière de blanchiment, peuvent être tout simplement soumises à des amendes réglementaires très élevées. D'accord? Par exemple, une banque qui peut recevoir, on va dire, des millions de francs CFA de sanctions pour ne pas avoir identifié ou signalé, on va dire, des transactions suspectes. OK? L'impact, c'est que effectivement, c'est lié à une pénalité financière quelque part qui peuvent tout simplement déstabiliser l'entité en fait, d'accord? Donc ça, c'est le premier inconvénient réglementaire. Deuxième, c'est la réputation, comme je l'indique. Ce qu'on peut dire, c'est qu'une organisation qui est impliquée dans des scandales de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme subit une dégradation de son image, d'accord, auprès des clients. Ça peut être des clients, des investisseurs ou des partenaires. Donc, exemple, une baisse de confiance peut entraîner, on va dire, la perte de clients et de fournisseurs. Et ceci peut affecter directement les revenus, on va dire, de ces entités-là. Donc, l'impact, c'est une valeur, une atteinte réelle à la valeur de la marque. Parfois même, cela peut être irréversible, en fait. D'accord? Et enfin, la troisième conséquence, elle est légale. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les dirigeants et les employés peuvent être personnellement tenus responsables et poursuivis pénalement. Cela peut inclure, on va dire, des peines de prison pour négligence ou implication directe. Donc, exemple, un PDG, par exemple, peut être condamné pour ne pas avoir mis en place un dispositif de contrôle interne adéquat, tout simplement. D'accord? L'impact, effectivement, c'est le risque de poursuites judiciaires pouvant mener à l'emprisonnement, en plus même des dommages financiers. D'accord? Donc ça, c'est les trois conséquences liées on va dire à la non-conformité. OK? OK? On peut continuer? Oui. Alors, les grandes thématiques du blanchiment. Alors, quand on a fini de dire tout ça, effectivement, qu'est-ce qu'on attend? On attend effectivement des différents assujettis, finalement, qu'ils mettent en place, on va dire, les grandes thématiques que j'ai listées là. Donc, l'approche par les risques, la connaissance client, la déclaration, les procédures et outils. D'accord?
Alors, l'approche par les risques, alors on va descendre à peu près. Alors, l'approche basée sur les risques, en fait, tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, pour faire court, l'approche basée sur les risques, en fait, il consiste à quelque part à adapter, on va dire, ce qu'on appelle les mesures de vigilance, de contrôle et de gestion en fonction du niveau de risque identifié pour une organisation. Donc, on distingue quatre éléments. Donc, la cartographie des risques, déjà. Donc, c'est identifier, évaluer, hiérarchiser les risques par rapport aux clients, aux produits, aux transactions et même aux zones géographiques. L'objectif là, c'est d'arriver à prioriser les efforts sur les zones critiques en fait. D'accord? Les facteurs de risque, peuvent être liés aux clients, peuvent être liés, on va dire, peuvent être liés à la géographie, aux transactions, aux clients, pour les personnes, les PEPS, qui sont les personnes, ce qu'on appelle les personnes politiquement exposées, d'accord? Ou des antécédents douteux, des secteurs sensibles. En termes de géographie, effectivement, des facteurs de risque peuvent être liés à des juridictions à haut risque ou des zones de conflit, par exemple. Et en termes de transactions, on peut avoir des opérations inhabituelles ou complexes, d'accord? Donc, qu'il faut arriver à identifier, d'accord? Donc, en termes de niveau de vigilance, sur l'approche basée sur les risques, on aura 3 ou 4 niveaux de vigilance, ça dépend. Donc, on a le niveau de vigilance standard, donc c'est des risques faibles à modérés. C'est-à-dire qu'on peut partir d'un KYC classique à un KYC un peu plus complexe et renforcé. Le niveau de vigilance renforcé, c'est les clients ou les transactions à haut risque. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les personnes politiquement exposées, les montants élevés, les zones à risque. Et le niveau de vigilance simplifié, c'est des cas faibles de risque selon les critères établis. D'accord? Alors, rapidement, attendez, je reviens juste en arrière. Rapidement, les personnes politiquement exposées, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, en fait, hein, une personne politiquement exposée, c'est une personne qui, de par sa position, on va dire, éminente, ou son influence est plus susceptible, tout simplement, d'être impliquée dans des actes de corruption. D'accord? Donc, toute personne, on va dire, par exemple, qui occupe, on va dire, les rôles suivants, peut être considérée comme personne politiquement exposée. Donc, exemple, dans les fonctions gouvernementales, donc, par exemple, tout ce qui concerne l'organe législatif, l'organe exécutif, le rôle, les diplomates, les organes judiciaires, les entreprises d'État sont des personnes politiquement exposées. Les personnes politiquement exposées également dans les organisations ou les institutions, telles que les institutions financières centrales, par exemple la Cour des comptes, les membres de conseils d'administration des banques centrales, même les forces armées, les comités sportifs internationaux, etc. D'accord? Également, les proches collaborateurs qui sont connus, peuvent être connus aussi, peuvent être considérés, on va dire tout simplement, comme des personnes politiquement exposées. Donc, on va dire toute personne qui a tout simplement une relation d'affaires étroite ou la propriété effective conjointe d'entités juridiques ou d'accords juridiques avec une personne politiquement exposée. D'accord? Ou aussi les membres de la famille immédiate peuvent être considérés comme des personnes politiquement exposées, parents et enfants de la personne déjà qui est politiquement exposée, les conjoints ou partenaires, les frères et sœurs, même les membres de la famille légèrement indirects, en fait, tels que les beaux-parents, etc. D'accord? Voilà. Donc là, on peut continuer. Donc là, c'est l'approche basée sur les risques. La connaissance client. L'idée de la connaissance client, on peut résumer ça en 4 points. D'accord? Effectivement, c'est pour assurer une lutte efficace, on va dire, contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. D'accord? Donc, on identifie 4 points. Donc, l'identification du client et le suivi de la relation du client. Donc là, c'est d'arriver à collecter, à vérifier les informations clients. C'est ce qu'on appelle le KYC, donc demander des pièces d'identité, des justificatifs de domicile, etc. Et vérifier, les conserver, ainsi de suite. Voilà, c'est la collecte et la vérification donc des informations clients. Et la mise à jour régulière des données et le suivi continu de cette relation avec le client. D'accord? C'est tout ça qui fait ce qu'on appelle, l'identification du client et le suivi de la relation. Les personnes politiquement exposées, effectivement, j'en ai parlé tout à l'heure, donc la détection et la surveillance renforcée donc des clients exposés politiquement, l'analyse approfondie des sources de fonds de ces clients-là. Les bénéficiaires effectifs, donc l'identification des personnes physiques,
derrière donc les entités, arriver donc à identifier les personnes physiques, on va dire derrière les entités juridiques, vérification des liens économiques et financiers. Et effectivement, la surveillance des opérations, donc à travers la détection des transactions inhabituelles ou suspectes et l'analyse automatisée manuelle, on va dire, des mouvements financiers. D'accord? Donc, les 4 points-là font partie de ce qu'on appelle la connaissance client. Et donc, ça aussi, c'est très important à suivre et à mettre en place. OK. Bonjour, Vicky. Tu m'entends? Bonjour. Ça va bien. On continue? Tu peux D'accord. me tutoyer? On continue? Voilà. Alors, la déclaration, quand on parle de déclaration, effectivement, c'est Ça va, tu as bien dormi? la déclaration, tout ce qui est lié Mais tu es encore au lit. à pouvoir détecter et prévenir les risques Tu es encore au lit. de blanchiment, Encore au lit, tu dois dormir. des capitaux, financement du Regarde terrorisme. ton pas dans Le truc que tu fais déjà Donc, réveillé. excusez-moi, le micro, s'il vous plaît. Le micro, merci. Alors, la déclaration de soupçon, c'est de signaler, Il y a le 2 de décembre. c'est de signaler sans délai à la CENTIF toute transaction suspecte. D'accord? Et effectivement, c'est d'arriver, et ça, on va dire, c'est l'une des responsabilités de la CENTIF, ça veut dire garantir la confidentialité du signalement. D'accord? Alors, on parle de déclaration de soupçon, mais on peut aussi dire de déclaration d'opération suspecte, en fait. D'accord? Donc, la CENTIF, qu'est-ce que c'est? La CENTIF est la cellule nationale de traitement donc, des informations financières. Donc, c'est un organe administratif donc, qui est chargé, comme on dit, de recevoir, d'analyser, de traiter, on va dire, les déclarations de soupçon, d'identifier les schémas de blanchiment des financements du terrorisme et de transmettre, si nécessaire, les dossiers donc, aux autorités judiciaires compétentes qui prendront la relève pour pouvoir, si possible, travailler, tracer tout ça ou geler les avoirs, ainsi de suite. Donc, la CENTIF, en fait, c'est très important parce qu'elle a un rôle central donc, dans la coopération avec les entités nationales et internationales, donc en matière de renseignement financier. Et effectivement, la conservation, donc le troisième point de la déclaration, c'est la conservation des pièces, donc l'archivage des documents clients et donc des transactions pendant une durée minimale de 10 ans. Et c'est continuer à assurer la traçabilité des opérations. D'accord? Voilà. Donc, le point de déclaration, on peut continuer, s'il vous plaît. Et enfin, le dernier point concerne, on va dire, le pilier relatif tout ce qui concerne les procédures. Et, donc, le dispositif, on va dire un dispositif efficace, repose, on va dire, sur des fondations solides pour pouvoir prévenir et détecter les risques. Donc, il se concentre sur 3 points. Donc, le premier point, c'est tout ce qui est lié à la charte, procédure et contrôle interne. Donc, l'élaboration d'une charte définissant, on va dire, les engagements de lutte contre le blanchiment des capitaux. Effectivement, la mise en place de procédures opérationnelles claires et adaptées, donc ça, c'est très important, et le contrôle interne régulier pour pouvoir évaluer, on va dire, l'efficacité et la conformité du dispositif. D'accord? Les outils de surveillance, effectivement, on a un système automatisé pour pouvoir détecter les transactions suspectes, le suivi en temps réel donc, de ces opérations à risque et l'analyse des données pour identifier des anomalies ou schémas inhabituels. Donc là, ça sous-entend que en termes d'outils de surveillance, il faut un minimum s'équiper auprès d'éditeurs qui ont déjà des solutions assez fiables, des solutions automatisées pour pouvoir détecter toutes sortes de transactions suspectes. Et enfin, l'un des points majeurs qui est très important, c'est la formation et la sensibilisation. Donc, la formation obligatoire donc, pour les employés qui sont exposés aux risques, une sensibilisation régulière sur les obligations et sanctions qui sont liées à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le développement d'une culture de vigilance tout simplement au sein de l'organisation. D'accord? Donc, comme je l'indiquais tout à l'heure, avec la mise à jour de la loi de 2023, effectivement, il y a des autorités de contrôle qui ont été mises en place. Donc, le but des autorités de contrôle, là, c'est de montrer le slide que j'avais montré tout à l'heure, je vous montrais la cartographie, on va dire, des obligations des assujettis. Donc, ce slide-là résume, on va dire, tout simplement ce que chaque assujetti, tout simplement, doit mettre en place pour pouvoir être en conformité avec la loi.
D'accord? Alors, l'essentiel de tout ce qu'on vient de dire, l'essentiel se résume en 5 points, hein. Déjà, il faut comprendre le cadre légal et institutionnel. C'est-à-dire que, comme j'indiquais tout à l'heure, donc la conformité aux lois et aux normes internationales, telles que déjà l'ordonnance 2023-875. Donc, elles sont essentielles pour pouvoir éviter des sanctions financières et juridiques. D'accord? Comprendre aussi le rôle central des entités comme la CENTIF et la commission de coordination de la lutte contre le blanchiment. Voilà. Donc, le cadre légal et institutionnel est un premier pilier si on ne la comprend pas. Si on ne comprend pas ses responsabilités, ça va être un peu compliqué. Alors, renforcer les dispositifs internes, donc comme je l'indiquais tout à l'heure, donc l'élaboration d'une charte de conformité, la mise en œuvre d'outils de surveillance pour pouvoir détecter, on va dire, les transactions suspectes, la formation continue donc du personnel sur les obligations. Alors, quand on parle de formation continue du personnel, par exemple, il n'y a pas que, je veux dire, c'est aussi la formation des managers, des cadres dirigeants, etc. Donc, c'est vraiment la formation on va dire de tous les collaborateurs, hein. Adopter une approche basée sur les risques, donc identifier, évaluer, prioriser les secteurs à risque, tels que l'immobilier, les jeux de hasard, les transactions transfrontalières, etc. Pouvoir ajuster les niveaux de vigilance standard, renforcer, simplifier, etc. en fonction des profils des clients. D'accord? Collaborer avec les autorités compétentes, donc déclaration de soupçons ou d'opérations suspectes à la CENTIF. Alors ça, c'est un point qui est important parce que lors de la dernière évaluation, la Côte d'Ivoire, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de déclarations, on va dire, d'opérations suspectes qui étaient faites sur on va dire, les établissements non financiers, en fait. Donc, avec, on va dire, la mise en place du nouveau dispositif, il faut aujourd'hui vraiment tout mettre en œuvre pour pouvoir faire des déclarations d'opérations suspectes. Et là, je pense que dans ce sens-là, la CENTIF travaille sur ce sujet, on va dire, avec les différentes autorités de contrôle pour que les gens puissent faire des déclarations de soupçons, tout simplement. Également, le respect des obligations de conservation des pièces pour pouvoir garantir la traçabilité des transactions. Comme je l'indiquais tout à l'heure, la conservation des pièces, c'est minimum 10 ans qu'il faut conserver ces pièces-là. Et effectivement, la conséquence de la non-conformité, elle est à la fois réglementaire, donc des amendes sévères hein, pour non-respect des lois. Elle peut être réputationnelle aussi, donc tout simplement la perte de confiance des partenaires et clients. Et elle peut être aussi légale pour la poursuite, liée à des poursuites pénales et risque d'emprisonnement pour la direction, tout simplement. D'accord? Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, mais là, je vous ai quand même brossé, en fait, à peu près en termes d'obligations, de cadre légal, d'explications sur le blanchiment, en gros, à tous les assujettis, en fait, ce qui vous attend. Même ceux qui ne sont pas assujettis, je pars du principe que il faut quand même mettre en place ces dispositifs-là parce que il y a ce qu'on appelle aussi l'évaluation des tiers. On peut être, par exemple, une grande banque où on peut travailler, par exemple, avec des fournisseurs, eux, par exemple, qui ne sont pas assujettis, mais qui doivent mettre en place quand même ce dispositif-là parce que la banque requiert tout simplement que voilà, cette entité soit en conformité avec les diligences liées au blanchiment des capitaux. Voilà, donc c'est important, pour tout le monde finalement. Voilà. Est-ce que je peux avoir le micro? Je l'ai. Oui, vous pouvez. Oui. Ok. Merci infiniment, monsieur Agré, pour cette présentation qui est particulièrement éclairante et qui nous a permis de comprendre les enjeux, opportunités de la lutte contre le blanchiment d'argent et cela permet d'ouvrir la session de questions-réponses, mais permettez-moi de souligner le point essentiel, notamment pour ceux qui nous ont rejoints en cours de séance.
Alors, ce qu'on retient, c'est que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui à un tournant assez crucial. Et notre présence, la présence de la Côte d'Ivoire sur la liste grise du GAFI nous place dans une position qui nécessite une action collective assez forte. Et c'est pourquoi, vous l'avez souligné, le gouvernement a fait de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme une priorité nationale, et cela matérialisé par l'ordonnance numéro 2023-875. Votre intervention également, M. Agbré, a mis en lumière trois dimensions fondamentales. Il y a d'abord le cadre institutionnel renforcé avec un dispositif national coordonné par le ministère de l'Économie et des Finances, le rôle central de la CENTIF et une collaboration accrue entre acteurs. Également, deuxième point, la deuxième dimension, c'est les obligations pratiques pour les assujettis. Alors, vous avez présenté plusieurs approches, l'approche basée sur les risques, les procédures KYC, la vigilance renforcée pour certains profils et puis les déclarations de soupçons. Et la troisième dimension, c'est la transformation des contraintes en opportunités de performance. Et là-dessus, une meilleure connaissance de sa clientèle est essentielle, une gouvernance renforcée, des processus internes optimisés, une réputation préservée, un accès facilité aux financements internationaux. Et vous avez particulièrement insisté sur le fait que la conformité LBCFT, au-delà d'être une obligation, représente un véritable levier de performance durable pour nos entreprises à travers notamment la modernisation des systèmes, la professionnalisation des équipes, l'amélioration de la qualité de service, le développement d'une culture de conformité. Les entreprises qui sauront transformer ces exigences réglementaires en opportunités de développement en tireront un avantage compétitif certain, tout en contribuant à l'effort national de sortie de la liste grise du GAFI. Alors, nous allons maintenant ouvrir donc la session de questions-réponses. Je vous invite, mesdames et messieurs, à poser votre question. Vous pouvez le faire à la fois par chat, comme vous pouvez lever la main et nous allons vous donner la possibilité d'intervenir en ouvrant votre micro et vous allez droit au but en essayant d'être le plus concis et précis possible, voilà, pour qu'on puisse donner la possibilité à plusieurs personnes d'intervenir dans cette lucane de questions et réponses. Voilà. Je vais gérer les aspects techniques avec la régie. Je vois déjà une main levée devant moi, Madame Leila Sissé. C'est bien de commencer par une dame. Allons-y. Vous pouvez ouvrir son micro ou est-ce qu'elle a la main? Madame Leila, vous avez la main sur votre micro, vous pouvez l'ouvrir. Vous vous présentez ou posez votre question. Madame Leila, vous nous entendez? Son micro est toujours fermé. Le micro est toujours fermé. On va voir s'il y a une autre main. La régie, vous m'aidez à vous m'orienter aussi, s'il y a une autre main. Allô? Oui, allô, Madame Cissé, nous vous entendons. Oui, ah, super. Bonjour, messieurs, mesdames. Alors, donc, comme je me suis rapidement présentée dans le bloc tout à l'heure, je suis consultante en, sur les sujets de criminalité financière. Et donc, je m'intéresse particulièrement à la conformité, à la fraude. Je travaille aussi depuis peu sur tout ce qui est gouvernance conformité en cybersécurité. Voilà, donc j'accompagne des cabinets ici en France où je suis installée. Voilà, je suis en train donc d'essayer de m'apprivoiser avec, on va dire, le fonctionnement et l'écosystème ivoirien, mais aussi tout l'espace moi. Ma question donc va être axée sur, on va dire, la partie opérationnelle de ce que Monsieur Abré a présenté tout à l'heure. Je vous en remercie, hein, Monsieur Abré, vous avez été très précis et très concis. Ma première question, c'est, alors, je pose ça là, c'est vraiment de me dire que j'ai grandi en Côte d'Ivoire en partie, et j'ai vu qu'on a été confronté à un gros problème
liées au secteur informel. Je suis contente que ce soit la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire qui propose ce webinaire, mais j'ai envie de comprendre aujourd'hui quels sont les principaux points faibles des outils de surveillance transactionnelle utilisés en Côte d'Ivoire. Parce que d'une part, on va avoir donc de bonnes têtes hein, comme Orange. Allô, allô, vous m'entendez? Oui, oui, je vous Oui, écoute, je allez. vous entends. On va avoir de bonnes têtes comme Jamo, Orange, Wave et tout ça. Mais est-ce qu'ils font vraiment le travail à 100%? Aujourd'hui, une déclaration de soupçon, c'est vraiment partir du principe qu'on a un soupçon. À partir du moment où il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc, comment est-ce que les choses sont faites? Comment est-ce que ça se suit? Est-ce que les outils transactionnels sont efficaces? Quels sont leurs points faibles? Et voilà, comment est-ce qu'on arrive à une déclaration de soupçon qui peut être, on va dire, effective? Merci. Alors, ok, ok. Donc, merci madame, merci beaucoup pour cette question. Alors, comme vous savez, comme je l'indiquais dans ma présentation, la Côte d'Ivoire a été mise sous liste grise, on va dire l'année dernière. Ok. Euh, en fait, la mise en place d'un pays sous liste grise signifie qu'il y a des faiblesses, on va dire peut-être dans des opérations de contrôle, etc. Donc, ce qui apparaît, c'est que aujourd'hui, avec le fait que le pays soit sous liste grise, l'État a pris, on va dire, des engagements fermes, donc auprès des institutions internationales, pour pouvoir tout simplement mettre en place les choses. Alors, si on parle de la Centif, aujourd'hui, avec la loi qui est en place, la loi oblige tout simplement, on va dire, les assujettis à faire des déclarations de soupçon. OK? Quand prenons par exemple, là vous avez pris l'exemple de Jamo, donc le secteur financier, mais prenons d'autres exemples, hein, comme le secteur, on va dire peut-être le secteur juridique ou on va dire le secteur comptable, etc. Aujourd'hui, avant, en fait, dans les évaluations qui étaient faites, on va dire ces assujettis-là ne faisaient pas beaucoup de déclarations de soupçons. Euh, on va dire, ils ne faisaient pas pour des raisons partagées ou des raisons internes, on va dire, entre parenthèses, à notre culture. On dira ça comme ça. D'accord? Mais aujourd'hui, avec la mise en place de la loi et l'obligation pour ces assujettis-là de faire des déclarations de soupçons, les choses sont en train d'être faites et mises en place. Déjà au niveau de la Centif, il y a un travail qui est fait, c'est-à-dire que la Centif doit se moderniser, hein, est en train de se moderniser. Donc déjà s'équiper en termes d'outils, d'accord? Parce qu'il ne suffit pas de faire une déclaration de soupçon, mais quand elle arrive, il faut pouvoir la suivre, en fait, cette déclaration de soupçon. Et il faut qu'il y ait aussi, on va dire, un certain caractère de confidentialité, tout ça. Donc, la Centif est en train de s'équiper pour pouvoir à la fois recevoir les déclarations de soupçon, les analyser, ainsi de suite. Donc, n'oublions pas que, on va dire, la Côte d'Ivoire ou on va dire certains pays même qui sont sur la liste grise, on part de très loin. On part de très loin, même si il y avait quand même un certain nombre de travaux qui ont été faits depuis, mais on part de très loin. Et généralement, la plupart du temps, c'est plutôt le secteur financier qui font des déclarations de soupçons. Donc aujourd'hui, quand on prend le secteur financier, ben, ils en font, c'est pas suffisant, hein, c'est pas suffisant, je dis bien, mais ils en font. Et ces déclarations de soupçons-là sont tout simplement suivies par la Centif, ainsi de suite. S'il s'avère que il y a des investigations qui doivent être menées, ben, elles sont menées. Mais il y a un caractère, vous savez très bien comment ça marche, comme vous êtes basé en France avec Tracfin, il y a une certaine confidentialité, il y a des éléments qu'on ne peut pas avoir. Mais moi, ce que je tiens à vous dire, c'est qu'aujourd'hui, avec le fait que la Côte d'Ivoire soit sur liste grise, la Centif se modernise et j'espère que d'ici, on va dire d'ici 6 mois, d'ici 1 an, on aura une cellule, on va dire, entièrement, vraiment entièrement équipée avec tout ce qu'il faut en termes humains et puis en termes matériels, en fait. C'est bon. C'est très bien, merci beaucoup. Merci, madame. Très bien, merci Madame Cissé, merci Monsieur Abré pour la réponse. Alors, nous allons passer la main à Monsieur Kunta.
Monsieur Kunta, avant de lire la question posée à l'écrit par Madame Ruth. Monsieur Kunta, allez-y. Monsieur Kunta, vous nous entendez? Oui, bonjour, vous me recevez? Oui, Oui, nous vous bonjour. recevons 5 sur Oui, 5, allez-y. je remercie chaleureusement M. Guy pour cette présentation très illustratoire. Alors, donc, bonjour à tous. Je suis inspecteur Caillé, donc je suis chef d'investigation donc au sein de Africa CIA Investigation, une agence de détective privée spécialisée dans les enquêtes sur les crimes économiques, notamment le blanchiment de capitaux. Donc, avec plusieurs années d'expérience dans l'analyse financière, la traçabilité des fonds suspects, la collaboration avec des acteurs juridiques, nous avons pour mission d'aider les entreprises à se conformer aux régulations tout en identifiant les risques liés à la fraude financière. Alors, donc, justement, à ce sujet, j'aimerais poser une question concernant d'abord les techniques de blanchiment, mais avant ça, sur la législation et les réglementations. Alors, ma première question, c'est quelles sont les obligations des entreprises en matière de lutte contre le blanchiment d'argent? Je ne sais pas si M. Guy pourrait prendre note. Alors, ma deuxième question, c'est quelles sont les méthodes les plus courantes utilisées pour blanchir de l'argent aujourd'hui? Donc, je répète, quelles sont les méthodes, ça relève sur la technique des blanchissements, donc des blanchiments. Donc, quelles sont les méthodes les plus courantes utilisées pour blanchir de l'argent aujourd'hui? Donc, existe-t-il des indicateurs permettant de détecter des transactions suspectes? Ma dernière question va être bien évidemment sur les outils, bien évidemment. Oui, c'est ça, je pense, oui, les outils. Alors, donc, la question des crypto-monnaies. Comment se mettre à jour les lois face aux nouvelles formes de blanchiment, notamment via les crypto-monnaies? C'est ma dernière question. Merci beaucoup. Ok, je vous remercie. Donc, la première question, si j'ai bien compris, c'était quelles sont les obligations des assujettis en matière de blanchiment, hein. Donc, les assujettis tels que les banques, les assurances, comme tout à l'heure, je l'ai dit, les professions non financières, etc., déjà doivent mettre en place des dispositifs de contrôle interne, donc pour pouvoir identifier et signaler les transactions suspectes. D'accord. Deuxièmement, effectuer, on va dire, des mesures de vigilance client, donc KYC, comme j'en ai parlé, pour connaître l'identité du client et la source des fonds, en fait. D'accord. Troisième point, c'est arriver à déclarer à la CENTIF toute transaction suspecte, hein, via justement des déclarations de soupçons. Okay, et former régulièrement le personnel aux obligations liées à la lutte contre le blanchiment des capitaux et conserver, on va dire, ces documents-là et les pièces justificatives des transactions pendant une durée minimale de 10 ans. D'accord? Donc ça, ce sont les obligations de tous les assujettis. Voilà, on ne dénote pas la règle. Là, ce sont les 5 obligations de tous les assujettis. D'accord? La deuxième question, c'était quoi déjà la deuxième question? Excusez-moi. C'est concernant les cryptos, la crypto-monnaie. Alors aujourd'hui, bon, concernant les cryptos, vous savez, ici en Afrique, c'est vrai que les crypto-monnaies évoluent énormément, hein, dans le monde, en Europe, aux États-Unis, etc. Ici, nous, en Afrique, je ne sais pas si on a commencé à se poser ces questions. De toute façon, c'est pas vraiment pour l'instant légalisé à ce que je sache. Et aujourd'hui, de toute façon, crypto-monnaie ou pas, parce que ça reste un autre type d'outil, il faut quand même arriver à mettre en place, on va dire, ça reprend la même règle, hein, arriver à mettre en place, on va dire, les diligences nécessaires pour pouvoir tout simplement lutter contre le blanchiment des capitaux. Donc, KYC ou pas, il faut renforcer, crypto ou pas, il faut renforcer le KYC. Il faut renforcer effectivement tout ce qui est lié au dispositif de contrôle interne. Ça, c'est vraiment très important. C'est pour pouvoir justement identifier et pouvoir signaler ces transactions suspectes-là. Mais les crypto-monnaies, effectivement, c'est quelque chose qui évolue. Mais il faudrait que déjà, nous, nos autorités se posent ces questions tant au niveau national qu'au niveau communautaire. D'accord?
Mais pour l'instant, à ce jour, je ne saurais pas vous dire concrètement où c'en est, mais je pense que c'est un point pour lequel il faudrait, on va dire, peut-être dans les mois, dans les années à venir, s'asseoir au niveau communautaire et voir en fait en termes de loi quelle approche on pourrait éventuellement mettre en place en fait. Très bien, merci M. Abré et M. Kunta. Une question écrite venant de Mme Ruth, qui vous remercie pour la présentation, et voici sa question. Pour une institution financière comme une banque ou une société de gestion de l'UEMOA qui n'a pas encore d'outils de suivi des risques de lutte contre le blanchiment des capitaux, donc qui n'a pas d'outils de suivi automatisé, quel est le processus manuel de surveillance des transactions clients que vous pourrez recommander? Alors, déjà, c'est une question… Bon, déjà, je vous remercie pour la question, mais moi, c'est une question qui me dérange parce qu'on parle quand même d'institutions financières. Hein, c'est ce que j'ai bien compris, hein, c'est ça? Oui. Oui. Voilà, on parle d'institutions financières de l'UEMOA, donc soumis à des règles et à des instructions. Donc, et il y a l'instruction justement sur la conformité, sur le contrôle interne, tout ça, qui précise effectivement qu'il faut s'équiper d'outils en fait. Donc, on ne peut pas avoir des outils manuels, ça, c'est pas possible en fait. Moi, je conseillerais à cette structure de se rapprocher d'éditeurs. Ça, j'ai pas de problème à lui communiquer des noms d'éditeurs. Mais dire qu'on va suivre manuellement les transactions, honnêtement, je ne suis pas très favorable à ça. Parce que qui dit manuel dit forcément il y aura des erreurs derrière. Et on n'est pas maître voilà. Si le dispositif de contrôle interne est faible, on peut laisser passer des erreurs, ainsi de suite. Mais le problème avec tout ça, c'est que normalement, il y a des contrôles de la commission bancaire qui sont faits. Et je ne suis pas sûr que la commission bancaire, les contrôleurs ou en tout cas la commission bancaire tolère ce genre on va dire de dispositif. Donc, il faut plutôt s'équiper, avoir des outils automatisés qui font le travail et qui font des détections qu'il faut pour pouvoir suivre, pour pouvoir avoir moins de problèmes et avoir un dispositif de contrôle interne fiable, tout simplement. Merci bien. J'espère que, Madame Ruth, vous avez trouvé satisfaction aux réponses données par l'expert. Je lis une autre question venant de M. Mohamed Dosso, expert en audit interne, qui remercie pour la présentation. Et voici sa question. Vous avez évoqué lors de l'évaluation de la Côte d'Ivoire, les évaluateurs ont fait cas d'une insuffisance de personnes ayant effectué les déclarations. Mais qu'en est-il des personnes sanctionnées? Est-ce qu'il s'agit juste d'une recherche d'amélioration dans les classements ou une volonté de vraiment lutter? On voit bien que les organes de contrôle sont créés. Donc ça, c'est le premier volet de sa question. D'accord. Alors, bon, comme je l'indiquais, hein, effectivement, il y aura, je veux dire, depuis la loi, de ce qui est révélé dans la loi, c'est qu'on a mis en place, au-delà même d'autres décrets, on a formalisé des autorités de contrôle, en fait, d'accord? Et ce que le GAFI, on va dire, disait, le fait même que la Côte d'Ivoire soit sur liste grise pour plusieurs raisons, mais l'une des raisons, c'est qu'effectivement, tout ce qui était sanctions, tout ça, il n'y en avait pas beaucoup, on dira. Donc, je pense que les autorités ont pris note de tout ça. Des sanctions, il y en aura. Parce que une chose est claire, c'est que pour pouvoir sortir de cette liste grise-là, il faudra tout simplement veiller à mettre en place, on va dire pour tous ces assujettis, un dispositif clair lié au blanchiment des capitaux. Mais derrière, les autorités de contrôle ont pour responsabilité, en fait, de contrôler
voire de sanctionner, on va dire, les assujettis qui ne répondent pas à ces, on va dire, qui ne répondent pas à ces diligences-là. Et donc, pour vraiment confirmer, les choses vont venir. Je pense que l'année 2025 sera une année cruciale, on va dire, pour toutes les diligences, on va dire, pour toutes les autorités, pour tout ce qui est lié à la lutte contre le blanchiment. Et comme je l'indiquais tout à l'heure, c'est une question stratégique, comme le président même l'a mentionné hein, en décembre lors des vœux. Je pense que 2025, il y aura des sanctions. Donc, c'est à chaque autorité de contrôle réellement de suivre les assujettis pour qu'ils mettent en place les diligences nécessaires, tout simplement. Très bien. Je pense que votre intervention anticipe un peu sur le deuxième volet de sa question qui est y a-t-il des enquêtes patrimoniales liées à la lutte contre le blanchiment des capitaux ayant abouti pour certaines personnes et pour certaines personnes politiquement exposées? Est-ce que des variations sont effectuées entre les entrées en fonction et leurs sorties? Je pense que vous avez plus ou moins répondu. Oui, j'ai plus ou moins répondu, mais après, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que comme je l'indiquais tout à l'heure, on part de loin, en fait. Donc, les choses se mettent en place tout doucement, mais les choses se mettent en place, d'accord? N'oublions pas qu'au-delà même de la lutte contre le blanchiment, il y a aussi la corruption. Il y a, ici en Côte d'Ivoire, on a la haute autorité de la bonne gouvernance qui est en charge, on va dire, des aspects liés à la corruption. Donc, on charge aussi de déclaration de patrimoine, etc. Donc, les choses sont faites, mais après, effectivement, derrière, il faut… les choses sont faites et suivies, c'est ce que je veux dire. Mais je pense que sur 2025, plutôt vers fin 2025, on aura un peu plus de données, en fait. C'est ça aussi. Parce que en termes de statistiques, on n'a pas vraiment d'éléments. Les seuls éléments, moi, que j'ai à disposition relèvent, on va dire, de la dernière évaluation nationale des risques, ainsi de suite. Les éléments sur la bonne gouvernance, les éléments liés à la corruption, ainsi de suite. Bon, les données sont là, mais bon, elles ne sont pas forcément récentes. Mais les choses se mettent en place et je pense qu'on va dans le bon sens. Très bien, merci bien, Monsieur Abré. Voilà, vous avez les remerciements de Monsieur Dosso, dont je pense qu'il est satisfait de la réponse. Merci. Je vois que Madame Cissé a encore une main levée. Je ne sais pas si c'est une nouvelle main ou c'est l'ancienne. On va prendre encore 2 interventions et terminer pour cette première partie de questions-réponses. Madame Cissé? Alors, super, merci. Tout à l'heure, quand Monsieur Abré faisait sa présentation, donc l'introduction, il est tout de suite entré, enfin, il a tout de suite touché à quelque chose qui, moi, me tient à cœur, c'est la culture. Alors, quand je dis que ça me tient à cœur, c'est que je trouve que c'est important d'avoir une culture, mais quand même de s'éduquer financièrement. Donc, savoir comment est-ce que on gère le risque lié au blanchiment par rapport à nos habitudes. Il y a encore des personnes qui mettent de l'argent sous leur matelas. Donc voilà, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous pensez qu'on peut, moi, hein, à titre personnel, en tant qu'experte, comment est-ce que vous pensez que je peux apporter, on va dire, mon aide, mon accompagnement sur ce type de sujet-là? Parce que je pense qu'on est encore un peu loin en parlant de bancarisation, parce que comme je l'ai cité tout à l'heure, on a Wave Jamo qui font le travail. Donc c'est vraiment, ils font une sorte de petite échelle pour déjà implanter la façon de faire. Maintenant, comment est-ce qu'on va évoluer vers autre chose qui fera que le pays sera au moins bancarisé à plus de 60%, parce qu'on en a vraiment besoin. Comment est-ce que vous voyez cela? Ok, merci hein, pour cette question. C'est une question vraiment très intéressante. Et du coup, je suis un peu gêné parce que je sais pas quoi dire dans le sens, mais je vais vous donner juste mon avis. C'est que moi, à mon avis, effectivement, vous avez touché un point. Hein, vous parlez de bancarisation, effectivement, qui, bien que
ce soit légèrement faible, mais on avance, hein, on avance comme on peut parce que on dira que ici on n'a pas trop confiance on n'a pas trop confiance aux banques, etc. Mais moi, je pense que vous avez raison. Il faut l'éducation financière est très importante. Donc, il faut arriver à éduquer les gens, mais ça se fait à tous les niveaux. Déjà au niveau de l'État, au niveau on va dire des organismes, on va dire par exemple même comme la Chambre de commerce, la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire de susciter, on va dire des formations ainsi de suite, susciter des formations gratuites, ce genre de choses. Ça peut aider, à accompagner dans ce sens-là. L'État doit mettre en place, renforcer, on va dire un peu plus la relation avec les banques. Parce qu'aujourd'hui, si on ne met pas son argent à la banque, après, faut-il encore savoir aujourd'hui, en termes d'actifs, combien, on va dire en moyenne, les gens gagnent. Aujourd'hui, ici, les salaires restent quand même pour la plupart des salaires assez bas. Quelqu'un qui va gagner, admettons, j'en sais rien, moi, 200 000 ou 300 000, je ne suis pas sûr que la personne se dise ça vaut la peine d'aller déposer ça en banque parce qu'après, on a des factures à payer, on a ci à payer, ainsi de suite. Donc, les 200, 300 000 sont vite partis, en fait. D'accord? Mais au-delà de ça, 300 000, ça reste quand même une somme qu'on peut déposer en banque et dire que, voilà, sur les 300 000, ben, j'épargne 10% de cette somme et le reste, j'affecte à des charges, ainsi de suite. C'est toute une éducation, c'est une relation de confiance qu'il faut créer entre déjà l'État, nous, le secteur financier, parce que bon, l'État n'est pas que responsable de ça, le secteur financier aussi. Donc, voilà, c'est pour ça que je dis c'est une question un peu difficile dans le sens où je pense que tous les acteurs sont concernés et voilà, je sais pas si j'ai répondu à votre question, mais ça reste une Oui, vous question avez répondu, je pertinente. pense, à M. Avril d'une certaine manière. Et nous également, nous disons que, ben voilà, on est dans une dynamique. On est dans une dynamique où on sait qu'il y a quelque chose à faire pour avancer. Des choses se mettent en place. Peut-être que ce n'est pas encore significatif en termes de résultats. Ben, on prend patience pour que les résultats viennent, mais on est en même temps dans une patience active. Donc là où il y a des intelligences, il y a des compétences qui peuvent apporter une contribution, il ne faudrait vraiment pas hésiter. Donc n'hésitez pas, Madame Cissé, à vous rapprocher de nous. Si vous avez des idées, vous avez une expertise, voilà, nous sommes là. La Chambre de commerce et d'industrie est votre maison, c'est la maison des entreprises. Donc n'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, je crois qu'il y a M. Diama qui a du mal à lever le bras, il a dit. C'est qu'il a certainement une grosse question parce que là, ce n'est pas la main qui souhaite lever. M. Diama, plaisir de vous voir en ligne. Allez-y, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. On va terminer par vous avant de présenter le séminaire qui va se passer à Dakar, qui va permettre justement de donner un approfondissement à tous ces sujets qui ont été évoqués aujourd'hui. M. Diama, allez-y. Merci bien, Monsieur Komara. Bonjour à tous. Merci également aux présentateurs. Je trouve que la présentation a été très bien faite. Ma question porte sur les personnes politiquement exposées. Je demande, est-ce que le présentateur pourrait peut-être nous indiquer des méthodes efficaces pour pouvoir cerner et identifier ces personnes politiquement exposées? Ça, c'est la première question. La deuxième question, les personnes politiquement exposées, est-ce qu'elles le sont à vie ou est-ce qu'il y a une année requise, un nombre d'années requis pour pouvoir les considérer comme personnes politiquement exposées? J'explique. Quelqu'un qui a occupé peut-être des fonctions il y a cela 10, 15 ans, est-ce que 15 ans, 20 ans après, cette personne continue d'être politiquement exposée ou pas? Et puis, voilà, merci. Monsieur Diama, vous allez, avant de partir, vous présenter. Vous avez manqué de vous présenter. Merci bien. Je suis Monsieur Diama, je suis le directeur exécutif de la mutuelle des crédits et financement des PME. Je suis un assujetti. On dit ça comme ça. Merci. OK. Merci. OK. Merci. Alors, en fait, concernant donc les personnes politiquement exposées,
Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je l'indiquais tout à l'heure, les personnes politiquement exposées, on les a dans les fonctions gouvernementales, on les a un peu partout. C'est-à-dire que, par exemple, quand on est un assujetti, aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle des listes de personnes politiquement exposées, en fait. Maintenant, après, faut-il savoir si ces listes-là sont à jour ou pas? Il faut les tenir à jour. Et nous, compte tenu, nous, de nos spécificités, il faut, par exemple, lors d'un KYC, on peut tout de suite savoir sur des outils. C'est pour ça, en fait, d'un côté, il faut s'outiller aussi. Savoir tout de suite si telle personne, quand on fait le KYC, cette personne est une personne politiquement exposée. D'accord? Après, on peut, ça nécessite du boulot, mais on peut créer nous-mêmes des listes manuelles. Hein. Aujourd'hui, par exemple, quand on prend l'organe législatif, par exemple, les membres du Parlement, quand on prend le chef de l'État, les ministres, ainsi de suite, et on va dire les personnes greffant autour, par exemple, du chef de l'État, des ministres, ainsi de suite, on peut tout de suite avoir la liste, on va dire, des personnes politiquement exposées. D'accord? Donc voilà. Donc, pour répondre à cette question, déjà, aujourd'hui, il y a des listes de ce qu'on appelle des PEPS qui sont disponibles pour pouvoir identifier, on va dire, les personnes politiquement exposées. La plupart du temps, c'est géré également avec des éditeurs. Hein, donc voilà. Donc, parce que tout ça se révèle lors d'un KYC et c'est beaucoup plus simple à savoir. Maintenant, la deuxième question est de savoir, non, on reste pas PEPS à vie, non. Tant qu'on est actif, oui, mais quand on ne l'est pas, parce que l'exemple que vous donnez, vous parlez des 10-15 ans, si pendant 10-15 ans, la personne n'est plus active, elle n'est plus dans la vie politique, elle ne fait, bon, je vais dire, elle ne fait plus rien, elle n'est pas considérée comme PEPS en fait. Donc, il faut être, comme je l'indiquais, hein, une personne politiquement exposée, c'est une personne qui, de par sa position éminente ou son influence, est plus susceptible d'être impliquée, on va dire, dans des actes de corruption et donc est considéré comme PEPS, on va dire quelqu'un qui est tout simplement qui a une fonction active en fait, tout simplement, d'accord? Donc quelqu'un qui ne fait plus rien depuis 10-15 ans, non, n'est pas considéré comme PEPS. Très bien, très bien. Je crois que le sujet est très intéressant. On a encore quelques questions qui viennent, mais bon, on a une petite contrainte en termes de temps. Du coup, ce que je suggère, c'est que nous puissions progresser avec notamment la présentation du séminaire, hein, qui est en fait l'aboutissement de ce webinaire-là. Voilà, ce webinaire n'est rien d'autre qu'un aspect introductif sur cette problématique importante. Et du coup, je vais laisser la parole au chef des départements de notre centre de formation, le chef du département de la formation continue, voilà, qui va présenter ce qui va se passer à Dakar à la fin du mois de février et dans le prolongement donc de cette session de webinaire. Monsieur Kwame Hyacinthe. Voilà, merci. Est-ce que c'est ouvert mon micro? Monsieur Abré, est-ce que vous m'entendez? Si, je vous entends bien. Oui. Non, pas ici. Le micro, c'est pas ici. Ok, d'accord. Merci. Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et des pratiques frauduleuses. La thématique sera traitée du 24 février au 1er mars prochain à Dakar, à l'hôtel Ndiambo de Dakar. Et donc, nous avons partagé depuis le mois de décembre la fiche technique qui circule et qui vous indique les conditions de participation. Plus besoin de présenter le terme, M. Abré l'a si bien fait tout à l'heure avec les questions qui ont suivi. Et le départ pour Dakar, le dimanche 23 février, il y a un coût pour la participation. Nous avons fixé le coût à 2 millions.
Et ces coûts de 2 millions, ce coût est subventionné par une structure qui a bien voulu prendre les 20 premiers inscrits en charge, soit 20% de ce coût, ce qui fait que les participants qui s'inscrivent paieront les 80%, c'est-à-dire 1 600 000 francs. Les 1 600 000 francs prennent en charge tout le séjour, hormis le billet d'avion, pour le séjour, c'est-à-dire la formation, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner du dimanche 23 au soir, quand nous arrivons, jusqu'au vendredi 28 février, et nous quittons l'hôtel le samedi 1er mars 2025. Voilà. Je pense que toutes les informations vous sont communiquées. Nous recevons toujours les inscriptions par rapport au nombre d'inscrits que nous avons à présent. Et sur le quota attendu de 20 à 22, nous pouvons encore prendre 6 à 8 personnes jusqu'à la semaine prochaine. Voilà, ainsi présenté le séminaire qui aura lieu à Ndiambour Hôtel à Dakar du 24 février au 1er mars. Si vous avez des préoccupations, des questions, nous sommes là pour vous aider avant de mettre à cette activité de ce matin. Très bien, très bien. Merci bien en tout cas, monsieur Hyacinthe, pour cette présentation. Je pense que vous comprenez bien, mesdames et messieurs, que la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire qui est une institution engagée pour le développement des entreprises, vous offre en tout cas avec plaisir cette formation intensive, donc une formation d'1 semaine. Et c'est un séminaire, donc comme l'a dit M. Kwame, qui va se tenir du 24 au 1er mars. Ça fait combien de jours? Ça fait 6 jours. Ça fait 6 jours, donc pratiquement 1 semaine de formation intensive. Et cela répond bien entendu à l'enjeu majeur, le renforcement des capacités des acteurs économiques face aux défis de la criminalité financière. Vous avez le programme, vous avez les différents modules. Hein. Quelques-uns ont été abordés ici de manière introductive. Le cadre réglementaire, les techniques de prévention et de détection, la cartographie et l'évaluation des risques, la mise en place de dispositifs de conformité, les nouveaux défis liés à la transformation digitale. Voilà que quelqu'un posait une question liée à la crypto-monnaie. Et donc, voilà, et cela va se faire dans un cadre somptueux, ça va se faire à Dakar. Et puis, ben, vous avez eu les informations sur le coût. Donc, un coût, on va dire, qui est assez modique pour une formation de ce niveau, de ce calibre, et surtout sur un sujet aussi important que celui de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Alors, si vous avez des questions sur la présentation, sur le séminaire, sur les modalités, allez-y, M. Kwame est là, il pourra y répondre de manière directe. Oui, rebonsoir. J'ai une question, s'il vous plaît. C'est toujours l'inspecteur Kaye, oui. Alors, par rapport, bien sûr, au séminaire de formation, je voudrais savoir, est-ce que c'est sanctionné par un certificat? Première question. Deuxième question, donc, pour ma bonne compréhension, les 20% qui sont déduits par l'Institut, ça revient à 1 800 000, c'est ça? La participation pour les 6 jours. Merci. Oui, à la fin du séminaire, vous avez une attestation de participation sous le sceau de la Chambre de commerce. C'est signé par le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire avec, évidemment, quand il s'agit des thèmes techniques comme celui-ci, nous ajoutons également le sceau du consultant formateur, voilà, qui est un partenaire de la Chambre de commerce et d'industrie. Et une particularité qu'il est bien de préciser aussi, Hyacinthe, c'est notre cérémonie traditionnelle de remise de certificats. Et tu peux dire un mot là-dessus? Voilà, vous avez chaque année au mois de janvier, tous les auditeurs qui sont passés à la Chambre de commerce pour une activité de renforcement de capacité reçoivent leurs attestations au cours d'une cérémonie grandiose qui est organisée ici à la Chambre de commerce en présence des entreprises, en présence des membres élus dans notre salle de conférence. La prochaine remise d'attestation qui va concerner tous les auditeurs de 2024 aura lieu, je pense, dans la 2e semaine du mois de février.
en attendant l'arrivée du président, parce que c'est lui qui préside cette cérémonie. Il n'est pas là, il est hors du pays en ce moment, donc deuxième semaine du mois de février, la cérémonie aura lieu. Sur le coût de participation, nous avons négocié, parce que vous savez, l'établissement hôtelier qui nous accueille généralement pour ce type de formation, nous recevons les chefs d'entreprise, les dirigeants de Côte d'Ivoire, il faut bien les héberger. Et donc, on a un établissement hôtelier qui nous coûte cher. On n'a pas voulu faire supporter les 2 millions aux inscrits. C'est pour ça que nous avons négocié avec une structure qui nous apporte les 20% de ces 2 millions pour les 20 premiers inscrits. C'est-à-dire que celui qui viendra après les 20 premiers inscrits qui souhaiteraient participer paiera le tarif plein, qui est de 2 millions de francs CFA. Donc, pour le moment, les 20 premiers que nous attendons paieront 1 600 000 francs, 1 600 000, 1,6. Et ces frais prennent en compte tout le séjour en pension complète. Voilà. J'espère que j'ai apporté la bonne réponse à votre préoccupation, monsieur. Oui, y compris le billet d'avion aller-retour? Hormis billet d'avion. Hormis billet d'avion. Ouais, 1 million 600 hormis billet d'avion. D'accord. Donc, hormis billet d'avion, 1,6 million. Merci beaucoup. Voilà. Mais sur cette période-là, il faut compter entre 300 000 et 600 000 francs, c'est ça pour le billet d'avion. Sur cette période, entre 300 000 francs, généralement ça varie. AR ou bien Comment? aller simple? AR ou bien aller simple? Oui, aller-retour. Aller-retour. C'est pas mauvais déjà de si sur vous, ça. Le vous plus tôt on se prenez, décide. voilà, vous prenez le billet un peu tôt sur Air Côte d'Ivoire, je n'ai pas envie de faire leur publicité, mais c'est la compagnie que je souhaiterais vous recommander fortement pour votre voyage sur le Sénégal, parce que ceux qui ont voulu prendre l'année dernière les vols moins coûteux ont subi les conséquences quand même avec les retards de vol, les annulations de vol. C'est pas pareil sur Air Côte d'Ivoire, sur cette destination à Dakar. Très bien. Donc voilà, Kédié, certainement le plus tôt vous vous décidez, voilà, moins vous aurez à payer pour votre déplacement par avion. Et il est important également de noter que au-delà du renforcement de capacité, au-delà du savoir que vous allez acquérir certainement à l'occasion de ce séminaire, il y a aussi une valeur ajoutée qui est importante, c'est le networking. Voilà, c'est le networking. Vous allez rencontrer d'autres personnes, d'autres spécialistes. Vous allez appartenir donc à un réseau d'experts et il y a également pas mal d'opportunités au-delà de ce séminaire dont vous allez pouvoir bénéficier. Tout cela en contact toujours avec la Chambre de commerce et d'industrie. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? La fiche technique, oui, nous vous confirmons, la fiche technique vous sera envoyée par mail. Pas mal de personnes ont demandé cela. Donc, on va le faire. On va vous l'envoyer par mail. Voilà. Est-ce que nous avons d'autres questions sur le séminaire ou c'est bon? On a été assez clair sur ça. En tout cas, on sera très heureux de vous accueillir. Et comme l'a dit M. Kwame, il ne reste plus assez de places. Donc, je crois 6 places à combler. Donc, il faudrait donc se dépêcher, se décider assez vite. Est-ce qu'il y a un contact à chaud qui pourra être donné ou je pense que vous avez nos adresses email aussi. Voilà, vous pouvez communiquer mon numéro de téléphone professionnel là, vous pouvez le communiquer le 07 59 là. Ben voilà, allez-y, M. Kwame. 07 59 03 84 75. Voilà. Après, vous allez vous retrouver 2 semaines avant le voyage sur une plateforme commune où tout le monde pourrait interagir. Voilà. Très bien. Alors, je crois qu'on est pile poil au terme de notre séance et cela me permet très rapidement de faire un petit récap. Vous êtes là, monsieur notre expert, M. Guy Abri? L'expert a une contrainte à 12h30, donc voilà. Je suis là. OK, donc avant que je me fasse le récap, peut-être un mot de fin de votre part et peut-être une invitation assez spéciale pour Dakar. Qu'est-ce qu'ils vont découvrir?
Qu'est-ce qu'ils vont découvrir de plus? Alors, qu'est-ce qu'ils vont découvrir? Déjà, écoutez, je vous remercie. Alors, ce qu'ils vont découvrir de plus, on rentrera un peu plus dans les détails en fait, hein. Comme on l'indiquait auparavant, ce n'est qu'un webinaire. On a donné un peu, on va dire, quelques brèves informations de ce qu'on va faire, mais on rentrera plus dans les détails sur la conformité en elle-même, dispositif de conformité. On parlera un peu plus, on fera des cas pratiques. On abordera un peu plus les diligences liées au blanchiment des capitaux et tout le dispositif de contrôle interne, la fraude, l'éthique, la déontologie, ainsi de suite. Voilà, donc le sujet sera vaste et au-delà on va dire de la fiche de participation, au bout de ces 5 jours, on finira en fait par un test d'évaluation, d'accord? Un test d'évaluation complet, on va dire, qui portera sur les acquis qui ont été, la formation en elle-même sur les 5 jours, et puis voilà. Ça sera une formation assez riche et intéressante, donc, et compte tenu du sujet du moment, franchement, j'invite tout le monde à y participer, en fait. Très bien, voilà qui est dit. En tout cas, merci infiniment, M. Agré, hein, de vous être rendu disponible au webinaire. On sait que ça n'a pas été évident, mais nous avons pu le faire et c'est cela le plus important. Merci, mesdames et messieurs, pour votre participation active à ce webinaire. Et comme nous l'avons vu avec l'intervention de l'expert, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est un enjeu crucial pour nos entreprises et notre pays. Et cette thématique, loin d'être uniquement une contrainte réglementaire, représente une véritable opportunité de renforcement organisationnel et de performance durable. Donc, pour ceux qui souhaitent approfondir ces aspects, eh bien, on vous rappelle que la Chambre de commerce et d'industrie organise un séminaire de formation approfondie à Dakar du 24 février au 1er mars. Et ce programme de formation intensive va couvrir l'ensemble des aspects pratiques et opérationnels que nous avons évoqués aujourd'hui. C'est un séminaire qui permettra d'acquérir les outils pratiques, de maîtriser les techniques de détection et de prévention, de comprendre les spécificités du contexte africain, mais aussi, nous insistons là-dessus, de bénéficier d'un partage d'expérience avec des professionnels du secteur. Donc, les inscriptions sont ouvertes, voilà, il ne reste que quelques places. Merci de vous dépêcher pour que nous puissions prendre en main votre participation. Hein, pour toute information complémentaire, vous avez nos contacts. Dans les différents mails que vous avez reçus, nous allons vous partager la fiche technique et une synthèse de ce webinaire. Portez-vous bien, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, institution engagée pour le développement des entreprises, est à votre disposition. Moussa Pomara, chef du département Innovation, Marketing et Communication, c'est un plaisir pour moi de modérer ce webinaire aux côtés de Yacine Kwame, voilà, chef du département Formation continue. Be blessed, on reste en contact et à très bientôt pour une séance. Merci à tous. Merci. Au revoir. Bon appétit à tous.